vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, nous sommes extrêmement chanceux au Québec et plus largement au Canada car nous disposons d'une abondante eau potable, peu chère et accessible à la grande majorité d'entre nous. Je ne parle pas évidemment des communautés des Premières Nations dont certaines souffrent d'un manque d'accès à l'eau. Récemment, une recherche québécoise dressait un portrait inquiétant. L'eau de nombreuses municipalités contenait de fortes doses de contaminants perfluorés, ce qu'on appelle des PFAS, des polluants chimiques potentiellement cancérigènes. Des chercheurs québécois ont trouvé au sein de presque toutes les municipalités, des 376 municipalités, ces polluants chimiques dans l'eau. Pour certaines villes québécoises, les doses sont particulièrement préoccupantes. Il s'agit de Saint-Donat dans la Naudière, la Baie au Saguenay, Lac-Saint-Jean ou encore Val-d'Or en Abitibi. Ces contaminants sont présents à l'échelle de la planète, mais contrairement à l'Europe, le Québec ne possède pas encore de normes de ces contaminants dans l'eau potable. Donc, pour savoir si nous avons vraiment une eau potable de qualité et si nous devrions nous inquiéter de ces contaminants, ne bougez pas, nous en parlons tout de suite. À Je vote pour la science, cette semaine, nous nous intéressons à notre eau potable et aux contaminants perfluorés, ces contaminants chimiques que l'on qualifie parfois d'éternels, qui se retrouvent dans l'eau de nombreuses municipalités et parfois en forte concentration. Devrions-nous nous en inquiéter ? On en discute avec Sébastien Sauvé, professeur titulaire en chimie environnementale à l'Université de Montréal. Vous travaillez sur l'analyse, le devenir environnemental et l'impact des contaminants émergents. C'est bien ça? Absolument. Bonjour. Bonjour, oui. On retrouve de nombreuses substances et de nombreux groupes appartenant à la classe des contaminants perfluorés. Ils sont généralement peu étudiés et présentent des propriétés différentes. Professeur Sauvé, pouvez-vous nous les présenter? C'est un des défis de la famille des PFAS, là, ou les PFAS, selon notre préférence, c'est la complexité de la famille. Là. Il y a, selon les décomptes, près de 10 000 molécules. Donc, il y en a quand même un nombre un peu plus restreint qu'on arrive à mesurer puis dont on fait les suivis, dont 2 principales, PFOA, PFOS, qui sont vraiment à la base là, du téflon puis de toutes sortes de produits, Scotch Guard, de produits qu'on utilise pour, la plupart du temps, repousser l'eau, la graisse, les saletés. Donc, malheureusement, c'est des produits qu'on a mis partout, qu'on utilise dans notre quotidien parce que jusqu'à récemment, on pensait que c'était pas très toxique. Et là, on est en train de se rendre compte que on en a répandu partout dans l'environnement. Et on se pose de plus en plus de questions sur la toxicité puis les problèmes de santé et les problèmes pour l'environnement qu'ils pourraient causer. Oui, depuis quand on les utilise? Commencé dans les années 40, 50, là, avec le début des premières poêles anti-adhésives, puis les premiers usages de ces molécules-là. C'est vraiment 3M et DuPont qui ont été les précurseurs, là, puis qui ont beaucoup utilisé ça, puis qu'ils ont commercialisé de toutes sortes de façons. Mais maintenant, il y en a dans des matériaux de construction, il y en a dans les cosmétiques, il y en a beaucoup dans les emballages, il y en a beaucoup dans tout ce qui est pour emballer la nourriture parce que ça résiste à l'eau, ça résiste aux graisses. Tu sais, le papier puis le carton des couverts jetables qui résistent à l'eau puis aux graisses, mais c'est un peu magique. Mm-hmm. Quand c'est un peu magique, c'est souvent parce qu'on a mis des PFAS. Si on devait faire une cartographie des lieux contaminés au Québec, avec des niveaux évidemment de contamination plus élevés dans la vallée du Saint-Laurent, qu'est-ce que nous verrions? Ça dépend ce qu'on mesure. Si on mesure dans l'eau potable, c'est une chose. On peut mesurer dans les rivières, on peut mesurer dans l'air, on peut mesurer dans la nourriture, dans les sols. Donc, il y a plein de matrices, là. Mais si on se concentrait sur l'eau potable, puis c'est un petit peu... on a beaucoup de données, puis c'est un peu le sujet aujourd'hui. Le fleuve Saint-Laurent a un profil plus contaminé en moyenne là, que tous les autres cours d'eau. Donc, il y a une charge de PFAS dans le fleuve Saint-Laurent qu'on présume là, vient du
cumul de toutes les industries qui sont le long des Grands Lacs, puis de tout ce qui est déversé dans le fleuve, de molécules qui, malgré le nom, ne sont pas éternelles, mais qui se dégradent vraiment très lentement. Ensuite, quand on regarde la carte, là où il y a des enjeux puis qu'il y a des problèmes, c'est la plupart du temps à proximité d'une source ponctuelle de contamination qui va être soit une école de pompiers ou un site où il y a eu l'entraînement de pompiers. Ça peut être les aéroports, parce que la plupart des aéroports ont une section où les pompiers se pratiquent. Les sites d'enfouissement sont aussi une source problématique reconnue de PFAS. Les bases militaires, pour être à la rigueur des endroits où il y a eu des gros incendies. Et bon, le lac Mégantic est un site qu'on peut donner en exemple, bien que le site terrestre, le centre-ville, a tout été excavé. Donc, il n'y a pas vraiment de résidus de contamination en ce moment à Mégantic. Mais ce genre de site-là, c'est des endroits où il y a des problèmes de PFAS. Oui, on parlait d'une récente étude qui nous révélait que l'eau potable de nombreuses municipalités contenait des PFAS. C'est votre étude. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Vous êtes rendu compte qu'il y a certaines municipalités au Québec, quelques municipalités en fait, qui sont dont la situation paraît problématique, très inquiétante? Oui, justement, il commence à y avoir de plus en plus de réglementation à travers le monde. Il y a des projets de réglementation aux États-Unis ou au Canada. Donc, on sait un peu à quoi se comparer, ou on a des cibles potentielles pour se comparer. Et dans cette étude-là, nous, on a recueilli près de 500 échantillons à travers le Québec pour un petit peu plus de 370 villes différentes. Le nombre est différent parce que des fois, là où c'était plus élevé, on y retournait plus qu'une fois. Et puis peut-être pour expliquer, là, c'est assez simple. On rentre dans des endroits où il y a une distribution d'eau publique, donc une toilette publique, un abreuvoir de parc, une bibliothèque, peu importe l'endroit, là où il y avait de l'eau distribuée, puis c'est ça qu'on a échantillonné. On a mesuré les PFAS. Et il y avait, dans ce cas-ci, 5 sites qui dépassaient la proposition de seuil de Santé Canada. Donc, Santé Canada ont émis des objectifs de santé pour que la somme des PFAS qu'eux ciblent ne dépasse pas 30. Et il y avait 5 sites pour une douzaine d'échantillons parce qu'on est allé plusieurs fois. Là. Donc, 5 sites qui dépassaient ce seuil de 30 qui est mis de l'avant par Santé Canada. Oui, 30 nanogrammes par litre. 30 nanogrammes par litre. Oui, on est dans... Il y a les parties par million, il y a les parties par milliard, puis ensuite on tombe dans les nanogrammes par litre qui sont une partie par million d'une partie par million. Oui, donc pour l'ensemble peut-être des contaminants, qu'est-ce que vous avez trouvé? Avez-vous trouvé 30 ou vous avez trouvé plus pour ça? Pour l'ensemble, nous, de tout ce qu'on mesure, le maximum qu'on avait trouvé dans cette étude-là était de mémoire un petit peu au-dessus de 100. C'était à Val-d'Or qui avait dans cette étude-là les valeurs les plus élevées. Mais dans des travaux complémentaires, on avait trouvé aussi une valeur encore supérieure à la baie, qui a fait quand même la une des médias là, pour les enjeux qui sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais c'est spécifiquement à la baie où on avait quelque chose de 129 que le ministère a confirmé avec des valeurs à 200 dans un des puits de la ville. Donc, le plus gros à date qu'on a vu, c'est dans ce coin-là. Oui, le Santé Canada a élaboré d'ailleurs un document technique qui fournit aux autorités réglementaires et aux décideurs un objectif concernant ces substances là dans les réseaux de distribution d'eau potable au Canada. Il a fait une consultation entre le 11 février et le 12 avril dernier et prônait l'approche de précaution par groupe de substances. Est-ce que ce qui est prôné, c'est suffisant, professeur Sauvé? Je pense que l'approche qui est prônée par Santé Canada pour que la sommation d'une trentaine de PFAS qui sont ciblés par Santé Canada ne dépasse pas 30, et en ce moment, c'est amplement suffisant. Là. Si on se fie à ça, d'après moi, c'est amplement suffisant parce que un des enjeux, c'est qu'il y en a aussi beaucoup dans la nourriture. Donc, il y a beaucoup de PFAS à l'épicerie, dans ce qu'on mange, qui n'est pas encore très bien documenté. On n'a pas beaucoup d'informations. Donc, ce serait mal avisé de dépenser des millions ou des milliards pour réduire de façon très sévère, très drastique toute exposition dans l'eau potable
si on en a le double, le triple ou 5 fois plus dans certaines denrées qu'on achète à l'épicerie. Donc, il faut s'assurer que l'exposition par l'eau potable reste dans des normes sécuritaires. Mais avant d'être plus sévère dans l'eau potable, il faut aller voir qu'est-ce qu'on mange à l'épicerie, puis il faut identifier les produits un petit peu plus problématiques à l'épicerie, puis il faut contrôler ça aussi. Oui, le Canada est l'un des premiers signataires de la Convention de Stockholm de 2001. Il est lié par des engagements depuis 2004 avec des interdictions. Pourquoi on trouve encore des nouveaux composés perfluorés dans l'environnement? L'interdiction, ça a commencé avec une molécule spécifique et ensuite on en a rajouté 2 autres. Donc pour le moment, dans la Convention de Stockholm pour les polluants organiques persistants, il y a juste 3 PFAS qui sont ciblés. Donc là, il y a un mouvement de réglementation de par le monde pour bannir toute forme de PFAS, peu importe la nature. Et donc il y a une espèce de pression politique qui se trame en Europe, peut-être là où c'est le plus avancé, aux États-Unis et aussi au Canada, pour éviter, parce que c'est clair qu'on ne peut pas demander aux organismes réglementaires de toutes les réglementer puis de fournir des preuves toxicologiques pour chaque molécule, une à la fois. Il y en a 10 000. Par contre, il faut être conscient que cette approche-là va devoir absolument être nuancée et de permettre certaines exceptions, parce que dans les définitions les plus strictes des PFAS ou les plus larges, ça inclut des molécules qui sont utilisées pour faire des médicaments, pour faire des antibiotiques, et qu'en ce moment, la technologie, mes collègues chimistes ne peuvent pas faire de batteries pour mettre dans nos voitures sans mettre des polymères de PFAS dans les batteries. Donc, on ne veut pas non plus stopper l'électrification des transports. Donc, il faut juste s'assurer que les usines qui produisent les PFAS pour mettre dans nos batteries le font sans qu'ils dispersent quoi que ce soit dans l'environnement, et que les usines de batteries qui vont faire les batteries s'assurent d'avoir aucune dispersion de PFAS à proximité puis contaminer la nappe phréatique en dessous de l'usine ou les cours d'eau ou l'air autour de l'usine. Oui. En Nouvelle-Écosse, depuis 2019, les municipalités sont tenues d'analyser l'eau potable brute et traitée pour y détecter justement la présence de certains contaminants perfluorés. Que peuvent entreprendre les villes comme mesure peut-être pour réduire l'exposition? Comment on fait ça? La première étape, c'est de documenter. Là, pour le moment, il n'y a aucune obligation au Québec de mesurer les PFAS dans l'eau. Si moi, je n'avais pas mesuré 500 échantillons, on n'aurait pas toutes ces données-là pour identifier les quelques sites où les gens sont surexposés. Là. Donc, ça prend au moins un minimum de suivi obligatoire de la part des villes. Là, maintenant, tu as des villes, tu as plusieurs villes qui sont soit contactés ou qui contactent des laboratoires privés pour faire des analyses, pour voir combien ils ont de PFAS dans leur eau. Parce que sur 500 échantillons, moi, j'avais 3 villes qui avaient 0. Probablement qu'il y avait quelque chose, mais qui était plus petit que ce que je suis capable de mesurer. Donc, a priori, il y en a pratiquement partout. Là. Donc, on peut le mesurer. Et déjà, là, les villes s'y voient qui sont dans des valeurs très basses, ils peuvent peut-être faire un suivi annuel, une fois à l'année ou une fois par saison, pour s'assurer qu'ils restent dans une zone sécuritaire où il n'y a aucun risque. Et inversement, là, les villes où les échantillons qui sont plus élevés, qui soient près ou au-dessus des recommandations de Santé Canada, là, il faut intervenir, il faut comprendre d'où ça vient, il faut essayer soit de mettre en place des traitements, mais il faut aussi voir là, quelle est la source, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de PFAS dans cette eau, eau-là. Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Sébastien Sauvé, professeur titulaire en chimie environnementale à l'Université de Montréal. Merci. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Nous rejoignons maintenant Mathieu Valg, conseiller scientifique spécialisé en toxicologie à l'unité Évaluation et soutien à la gestion des risques de l'Institut national de santé publique du Québec et professeur adjoint de clinique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Une récente
étude nous révélait que l'eau potable de nombreuses municipalités contenait des PFAS, des contaminants perfluorés d'origine chimique qui sont en fait présents partout et on en retrouve même dans le lait maternel. Comment sont-ils arrivés dans notre eau potable et quels sont les risques, Monsieur Valk? Alors, les contaminants, les composés perfluorés, c'est des substances synthétiques, donc fabriquées par l'homme. Ça n'existe pas naturellement dans la nature. C'était développé depuis le début des années 40 ça a toutes sortes de propriétés très utiles dans notre vie de tous les jours. Et l'ennui, c'est que ces propriétés-là font qu'elles sont aussi persistantes dans l'environnement. Et donc, quand elles sont utilisées, elles sont rejetées dans l'environnement et comme elles ne se dégradent pas, elles finissent par se retrouver dans les sources d'eau. Éventuellement, ça peut se retrouver dans l'alimentation aussi, parce que si ça se retrouve dans les sols, les plantes peuvent pousser sur des sols qui en contiennent et puis ensuite les animaux en manger et ça se bioaccumule. Donc, les composés perfluorés sont beaucoup utilisés. Il y en a plusieurs milliers même des molécules différentes qui appartiennent à la famille des composés perfluorés. Et il y en a qu'on retrouve dans l'eau parce que justement on les utilise beaucoup. Et quand on parle de risque, ben là, il faut s'arrêter à savoir de quelles molécules en particulier on parle, parce que ce ne sont pas toutes les molécules perfluorées, les composés perfluorés, qui ont les mêmes propriétés toxicologiques. Certaines sont plus toxiques, d'autres beaucoup moins. Il y en a où on ne sait pas trop, parce qu'il y en a plusieurs de ces molécules qui ont été synthétisées en remplacement des anciennes molécules qui étaient connues comme étant toxiques, qui ont été bannies, le PFOS, le PFOA, des substances bannies en vertu de la Convention de Stockholm. Et puis, comme c'est souvent le cas dans l'industrie, on essaie de trouver des produits de remplacement qui sont plus récents, donc on a moins de données. On sait que la majorité des produits de remplacement persistent moins longtemps, sont éliminés plus rapidement de l'environnement, de notre corps aussi quand on est exposé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir une approche assez nuancée quand on analyse une situation dans laquelle il y a des composés perfluorés dans l'eau, parce qu'une situation dans un endroit X, c'est pas nécessairement la même que dans un endroit Y, dépendamment du type de molécules qu'on retrouve dans l'eau. Oui, quand on dit éternel, donc il faudrait apporter quelques nuances. En fait, il y a certaines molécules, le PFOS, PFOA, effectivement, persistent là, en termes d'années, plusieurs années dans l'environnement. Donc, c'est peut-être pas éternel, mais c'est long. Historiquement, dans le domaine chimique, on sait qu'il y a des molécules comme les BPC, les dioxines furanes, qui peuvent persister des dizaines d'années aussi. Maintenant, il y a d'autres molécules de PFAS, des composés perfluorés, qui là persistent quelques semaines, quelques mois dans l'organisme ou dans l'environnement. Donc là, on ne parle plus de polluants éternels, mais il faut savoir un peu de quelle molécule on parle quand on donne ce qualificatif-là aux molécules. Oui. Quelles sont les municipalités au Québec qui sont particulièrement concernées par ce problème-là? Ben, écoutez, il y a l'étude de votre co-invité, Dr Sauvé, qui a fait un balayage, je dirais, de la situation au Québec, qui a mis en évidence qu'il y a quelques municipalités là, qui ont des niveaux de PFAS dans l'eau, PFAS totaux, la grande famille des PFAS qui sont effectivement assez élevés. Mais de façon générale, au Québec, là, on parle de en moyenne, quelques nanogrammes par litre dans l'eau, donc sur les quelques 376 municipalités, je pense qu'il a mesuré. On parle de quelques-unes qui ont des situations qu'il faut surveiller, qu'il faut corriger idéalement. Oui. Oui, vous m'ouvrez la porte sur la dose, justement, des concentrations pour que les gens comprennent un peu mieux. C'est quoi cette dose? On entend beaucoup parler de 30 nanogrammes par litre. Pour l'ensemble des contaminants, donc dans une situation donnée, expliquez-nous un peu. Oui, la valeur de 30 nanogrammes par litre vient de Santé Canada. C'est ce qu'on appelle un objectif à atteindre.
je dirais dans un monde idéal, il faut reconnaître que Santé Canada n'a pas de... Les recommandations n'ont pas de force de loi, le mot l'indique, ce sont des recommandations. Et ce 30 nanogrammes par litre est basé non pas sur le risque à la santé, mais sur la capacité qu'on estime avoir à l'heure actuelle pour détecter ces substances-là et pour en faire le traitement au besoin. Donc, les gens à Santé Canada ont évalué qu'à 30 nanogrammes par litre, là, c'est un objectif qui est raisonnable d'atteindre avec la perspective de dire ces substances-là, on ne les veut pas dans l'eau. Donc, quand on en a, essayons de baisser le niveau d'exposition sans attendre nécessairement qu'on ait des évidences quant au risque que ça représente. On va fixer un objectif pour déjà commencer à diminuer leur présence dans l'environnement, nonobstant leur toxicité relative. Donc le 30, c'est ça que ça veut dire exactement. Et ça porte sur l'ensemble de la famille des PFAS. Donc on parle de 4000 substances possiblement. Il y en a peut-être quelques dizaines qu'on peut détecter analytiquement avec les technologies d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme si je vous disais, dans votre panier d'épicerie, vous avez un maximum de 30 items que vous pouvez mettre, mais c'est sûr que si vous avez 30 fruits et légumes, ça n'aura pas le même impact sur votre santé que si vous avez 30 grignotines ou produits transformés. Donc, si je peux faire une analogie, c'est un petit peu ça. Et quand on s'intéresse au risque, on commence à essayer de regarder quelles sont les molécules qu'on a justement dans notre panier d'épicerie. Entendu. On vous a invité parce que vous avez agi comme expert lors du récent point de presse des autorités de santé publique au Saguenay concernant justement la présence de PFAS dans l'eau de quartier de la Baie. Présentez-nous un peu, s'il vous plaît, ce dossier-là. Oui, en fait, à la Baie, oui, cet été, ça fait partie des municipalités qui ont été mises en évidence par l'étude du laboratoire de professeur Sauvé. Il y avait effectivement quelques puits qui présentaient des concentrations très élevées de 4 molécules en particulier. Là, il y en avait 8 qui étaient détectées, mais il y en a 4 qui étaient vraiment plus présentes. Et en fait, ce sont des molécules à plus courte chaîne, donc qui sont éliminées assez rapidement. Et la contamination, c'est la nappe phréatique, la nappe donc qui alimente le réseau d'eau potable. Donc, la valeur de 30 nanogrammes par litre était bien dépassée. Et donc, on s'est attardé à évaluer le risque pour les substances en cause. Et la conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il y a une surexposition par rapport à ce qui devrait normalement être observé, que cette surexposition n'est pas souhaitable. On ne souhaite jamais être surexposé à des contaminants chimiques, même si on n'a pas toutes les informations toxicologiques dessus. Mais par contre, l'état des connaissances actuelles sur ces substances-là ne nous permet pas de justifier, de dire, il faut nécessairement arrêter de boire de l'eau. Non, il faut corriger la situation. Ce qu'on a dit, c'est corriger la situation. C'est une bonne... Puis de toute façon, la Ville était déjà en train de prendre des mesures à ce niveau-là et la Direction de santé publique avait déjà estimé que c'était une position à avoir. Donc, on est venu confirmer par une analyse plus poussée ce qui était déjà en cours comme intervention. Donc, on a dit, la situation commande d'être corrigée, mais ne soulève pas, à notre avis, à la lumière des connaissances actuelles, d'enjeux toxicologiques. Après, il faut être un peu humble puis reconnaître que l'état des connaissances actuelles, ça le dit, ça peut évoluer. Est-ce que dans 10 ans, le portrait, l'appréciation qu'on en ferait serait la même? Ça peut changer, il faut le reconnaître. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, attendons pas d'avoir justement ces données-là pour corriger la situation parce que l'exposition est élevée et corrigeons tout de suite. Comment on explique cette contamination de la nappe phréatique? Ce qui est véhiculé là-bas, c'est que c'est essentiellement, ça provient de contaminants utilisés à la base militaire voisine. En fait, c'est des mousses extinctrices pour des exercices d'incendie. Surtout. Et puis, ça a été utilisé pendant longtemps et ça il y aurait eu percolation, c'est ça. Maintenant, moi, je ne suis pas hydrogéologue, donc je ne peux pas en parler beaucoup plus que ça, mais c'est ce qui est évoqué là comme cause. Les molécules qui sont les plus problématiques au niveau de l'environnement, c'est quoi? On parle beaucoup en fait, les molécules qui sont interdites maintenant, c'est le
PFOS et PFOA, dont l'acide perfluorosulfonique et octanoïque. Puis ce sont des molécules qui persistent très longtemps, qui ont été associées à certains types de cancers, cancer du rein, qui ont été associés à des troubles du développement de l'enfant à naître, donc le bébé qui ne prend pas assez de poids. Ça a été associé à des effets sur le système immunitaire, sur la glande thyroïde. Donc c'est sûr que ces substances-là, quand on les retrouve, c'est un peu embêtant. Oui, on veut corriger la situation. Même, oui. Dans ce dossier-là de l'AB, pourquoi on ne peut pas caractériser l'exposition réelle de la population? En fait, on avait quelques données sur le prélevés à 3 moments différents dans la dernière année, dans des puits qui alimentent le réseau, mais aussi à certains endroits dans le réseau de distribution, au poste de police, à la mairie, etc. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que on n'a pas l'information sur quelle proportion du réseau est alimenté par chacun des puits qui sont présents. Il y a 4 puits qui sont en activité. Il y en a 2 qui présentent des niveaux d'exposition élevés. Et donc, on a des données sur ce qu'il y a dans les puits, un peu plus. On a quelques données sur ce qu'il y a dans le réseau, mais on ne sait pas quelle proportion d'eau est fournie par le puits 1, par le puits 2, par le puits 3. Puis en plus, il semble que ça change dans le temps et qu'en fonction de où les habitations se retrouvent sur le réseau, que ça change. Alors, on ne peut pas faire une moyenne de ce qu'on retrouve dans les puits pour dire c'est à peu près à ça que les gens sont exposés. Donc, alors, ça complique la chose. Mais ce qu'on a fait, c'est dans cette situation-là, on a présumé, en étant très prudent, que c'était la concentration maximale qui avait été mesurée dans les puits, qui pouvait se retrouver dans l'eau que la population boit. Oui, donc c'est un dossier à suivre. Donc merci beaucoup. On était en compagnie de Mathieu Val, conseiller scientifique spécialisé donc en toxicologie à l'unité d'évaluation et soutien à la gestion des risques de l'Institut national de santé publique du Québec. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robart-Cher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission, partagez-la aussi sur vos réseaux favoris. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Et passez tous et toutes une très belle semaine. Portez-vous bien. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent.